Dis donc, Francis, j'ai retrouvé une brochure et quelques notes que j'aimerais te lire. Parce que finalement, ces confidences, on pourrait les commencer par Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons ce soir vous parler tout d'abord de théâtre et de Molière, notre Dieu à tous, et du misanthrope. Oh. Ça annonce la couleur. Oh oui, non, oui, oh. Quoi, tu n'as pas l'air convaincu? Non, mais c'est un peu solennel comme début. Solennel? Oh bah oui. Bah oui, tu connais comme moi l'importance de la première réplique. Les trois coups frappés, le rideau levé, la salle est en attente, toute curiosité éveillée. Oui, il ne faut pas lui faire peur, Jean. Non, d'accord. Bah. Enfin, on ne les frappe plus beaucoup, les trois coups. Ah bah oui, hélas. Qui d'ailleurs était 12 à l'origine. Ah bon? Oui, 12 plus 3. Tu ne savais pas? Ah non. Ah bah au moins je t'aurais appris quelque chose. Oui, 12 plus 3. Les 12 premiers, c'était pour célébrer, enfin, en souvenir des 12 apôtres. Ah. Et les 3 suivants, c'était la Sainte Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le théâtre est né de l'Église, il ne faut pas l'oublier. Oui, elle lui a d'ailleurs jamais pardonné, disait Guitry. Ah ça, je te ferai remarquer que c'est toi le premier qui parle de Guitry. Hein. Ah bah oui, mais c'est difficile de ne pas parler de Guitry. À lui tout seul, il est le théâtre. Oui, c'est drôle, mais c'est vrai. Tu parles de Guitry, de théâtre et d'église. En 1937, ça ne te rajeunit pas. Avant-guerre. Oui, avant-guerre, oui. J'ai assisté à une représentation extraordinaire donnée sur le parvis de la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris. J'ai assisté à une représentation du vrai mystère de la Passion. Admirable représentation. Énorme public, etc. Et puis tout d'un coup, le Christ est en croix, au Golgotha, etc. Et tout d'un coup, il y a un orage épouvantable qui tombe sur Paris. Et presque précisément sur la place, sur le parvis de Notre-Dame. Les gens affolés s'abritent comme ils le peuvent sous les structures de gradins, etc. Les acteurs, eux, sont rentrés dans la cathédrale, sauf un qui est toujours en croix sur son Golgotha. On a éteint les projecteurs par précaution, mais pas la sono. Et tout d'un coup, on entend la voix du Christ lugubre faire « Descendez-moi de là, nom de Dieu !»« Mais descendez-moi de là, merde !» Et peut-être en souvenir de cette injure faite au Christ que l'Église n'a pas pardonné au théâtre. Guitry a dû certainement connaître l'anecdote. Oui, bon. Eh ben alors, on pourrait peut-être commencer parce que nous ressentons, nous, derrière le rideau, avant qu'il ne se lève. Tiens, cette émotion particulière qu'on appelle le trac. Ah ben Rostand en parle très bien, d'ailleurs, dans Chanteclair. Du trac? Non, du rideau. Le rideau, c'est un mur qui s'envole, dit-il. Et il ajoute, le meilleur moment, c'est quand le rideau bouge et qu'on entend du bruit derrière le rideau. Ah, le brouhaha flatteur d'une salle pleine. Oui, ou le murmure discret d'une salle vide. Écoute, soyons pas pessimistes. Non. Cela dit, Jean, oui. La meilleure façon d'attaquer une pièce, enfin, la meilleure scène d'exposition, reconnais-le, ça reste la première scène du Misanthrope. Ah, ça c'est certain, donc Molière. Donc Molière. Ah ben voilà. Le public comprend, une fois le fameux rideau levé, que deux amis s'engueulent. Oui. Et deux vers illustrent l'essence même de leur débat. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Oui. Et un autre vers que tout le monde connaît. La raison n'est pas ce qui règle l'amour. Et tout est dit. Eh oui. Allez, tiens, enchaîne pour voir. Enchaîne quoi sur Eh bien, sur la suite. Si. Tu voulais parler de Molière. Allez, hop. Allez, laissons parler Molière. Allez, enchaîne sur Alceste. Qu'est-ce donc, qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi. Laissez-moi là, vous dites, je cours vous cacher. Laissons entendre au moins les gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Non, parce que chagrin, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille? Enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir pareil, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et de nulle place dans les cœurs corrompus. Dis donc, c'est fatigant de jouer Alceste. Oui. Moi, je suis trop vieux pour ça. Moi. Bon. Non, il vaut mieux que ce soit toi, tu es encore jeune. Ah bah, je te remercie pour tu es encore jeune. Bon, très bien. Ah, c'est pour te rassurer. Oui. Allez, bon. Vas-y, je t'écoute. Bon, alors tu joues Philinte? Oui, je joue Philinte. Alors, vas-y. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie.
Mais c'est pas à toi. Ah si, c'est à toi. Et courez vous cacher. Mais non. À toi. Non, c'est à toi. Ah, c'est à moi? Mais bien sûr. Ah bon, tu connais l'histoire de Lucien Pascal? On peut quand même la raconter, elle est drôle. Oui, vas-y. Lucien Pascal, qui était un homme extraordinaire, qui était le maître d'œuvre sur la scène du français, qui, lorsqu'il était directeur de scène, oui. Un homme remarquable, et qui était l'époux, bien sûr, de Gisèle Cassatsu, centenaire, la plus grande centenaire de la comédie française, Dieu merci Gisèle, qui était encore là parmi nous. Et donc, Lucien, en matinée à l'Odéon, doit jouer Alceste. Et il rentre, et bon, justement, plein de trac, il dit « Léchez-moi, je vous prie !» Léchez-moi? Léchez-la moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Je connaissais pas ça. Tu la connaissais pas? Ben voilà, maintenant tu la connais. Alors, laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi, je vous prie. Mais encore dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Dans vos brusques jarrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici, profession de l'être. Mais après ce qu'en je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Oh. Je vous vois accabler un homme de caresses. Témoignez pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent morbleu. C'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pourquoi, pour moi, que le cas soit pendable. Enfin, vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine. Oui, bon, on va pas faire la pièce, allez. Alors Molière engage ensuite le wagon Célimène. Puis voilà, il met Alceste lui-même face à ses contradictions. Et ça, c'est un coup de génie. Alors, à toi. À moi quoi? Eh ben, à toi. À moi la quoi? suite. La suite? Mais oui. Ah, la suite, oui, ah oui, ah oui. D'où vient que leur portant une haine mortelle... Sous-entendu, excuse-moi de te couper, aux humains. Sous-entendu aux humains, oui. Voilà. D'où vient que leur portant une haine mortelle, sous-entendu aux humains, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux, ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, la première à les voir, comme elle est condamnée. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer. En dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme, de ces vices du temps, saura purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez donc être aimé d'elle? Oui, parbleu, je ne l'aimerais point si je ne croyais l'être. Mais d'où vient que... Attends, parce que j'étais tellement en colère que je suis un peu troublé. C'est l'homme au ruban vert, quand même, il est en colère. Ruban vert, oui, mais il n'y a pas... Enfin, le sous-titre de la pièce, Jean? Moi, je connais la pièce. Le misanthrope ou... Ah oui, la trabillaire amoureuse. Voilà, la trabillaire. Ah oui, c'est pour ça qu'il gueule. Ah oui, il en a. C'est pour ça qu'il gueule. Ah oui. Maintenant, j'ai compris. Alors, ça va. Bon. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère. Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai. Ma raison me le dit chaque jour. Ah. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Ah ben voilà, tout est dit là. Et la raison n'est pas ce qui règle l'amour, mon Dieu. C'est vrai d'ailleurs. Au fond, c'est ça être classique. Et émettre une vérité que chaque génération vit à sa manière, à travers le temps, comme une référence.
On devrait relire plus souvent le Misanthrope, tiens. Le jouer, surtout. Oh, le jouer, oui, mais enfin, en tout cas, le relire. Bref, Alceste n'est pas un homme doué pour le bonheur. D'ailleurs, Molière ne l'était pas non plus. Et Guitry écrivait à ce propos, c'est avec nos drames que nous écrivons nos comédies. Oui. Bon, tu aimes bien parler de Guitry, même à propos de Molière. Ben oui, j'ai écrit un bouquin sur lui, il faut que ça serve. Mais d'ailleurs, je lui suis reconnaissant. J'ai beaucoup travaillé sur Guitry. N'oublie pas qu'en son temps, on appelait M. Guitry le Molière d'Albert Lebrun. Albert Lebrun. Albert Lebrun, oui. Président de la Troisième République qui va s'effondrer à Vichy en 1940. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Et lui, Guitry, était très attentif au bonheur. Et il aimait beaucoup citer cette phrase de Madame de Maintenon aux demoiselles de Saint-Cyr. « Souriez, mesdemoiselles, souriez, si vous voulez avoir plus tard les rides bien placées. » Il est tout de même... Quoi? Non, Guitry, excuse-moi, on va rentrer dans la vie privée, mais enfin, il s'est quand même marié 5 fois pour trouver le bonheur. Ben, c'est bien la preuve qu'il le recherchait. Oui. Bon, enfin, écoute, 5 fois, ça fait rêver quand même. Quelle obstination. Rêver, je ne sais pas, mais enfin. Mais écoute, tu te les rappelles? Qui? Les 5 Madame Guitry. Oh, bien sûr. La première, c'était Maman. Hein? Oui, Maman. Enfin, c'était Charlotte Lisès, de 9 ans, son aînée. Elle avait d'abord été la maîtresse de son père. Enfin, de son père, pas de son père à elle, elle avait été la maîtresse de son père à lui. Ah oui. La maîtresse de Lucien Guitry. Oui, ça sortait pas de la famille, ensemble. Ben non, qu'est-ce que tu veux. D'ailleurs, tu sais comment on l'appelait, lui, Guitry? Père d'Ivan le Terrible. Et la seconde, ce fut le printemps de Sacha, si je puis dire. Yvonne Printemps, née Vignol, hein, savante en volupté. Elle lui en a révélé tous les passages, d'ailleurs. Mais enfin, il l'avait rencontrée, connue, alors qu'elle jouait une revue dans laquelle elle l'imitait. Hein, et la revue s'appelait d'un titre exquis « Oh, les beaux nichons ». Ah bon? Ah oui. Tout le monde ne peut pas commencer sa carrière par la comédie française. Oui. Mais c'était une luronne. Hein. Elle avait d'ailleurs noté dans un petit carnet le nombre de ses bonnes fortunes. Et alors? Eh bien, ça dépassait les 200, tu te rends compte? Les 200, paraît-il. On ne prête qu'aux riches. Mais enfin, il a écrit, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ce bouquin, il a écrit un petit acte délicieux, Sacha, dans lequel il parle des talents de son Yvonne, qui avait été la maîtresse de Guynemer, d'ailleurs. Oui. L'aviateur. Oui. Et de temps en temps, on peut dire que Sacha a cocufié Guynemer, car quand Guynemer était en mission dans l'armée, il volait tout de même, puisqu'il était un des as. Ouais. Lui, il couchait avec Yvonne. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais attends, je cherche le... Tu sais qu'elle traversait les Galeries Lafayette pour aller retrouver son amant. Bien tu sûr. vois qui? Henri Garat. Henri Garat, Oui. rue de Provence. Et pour ça, on disait qu'elle disait à son chauffeur, je vais faire mes courses. Oui. Et en fait, tout le monde disait dans Paris, elle traverse les galeries pour le printemps pour aller se faire sauter. Oui, mais ça, c'est plus des confidences, ça, c'est des racontards. Non, écoute, c'est dans l'histoire. Non, mais je voudrais te citer, ça te prouvera les élans exquis qu'avait Yvonne, je voudrais te citer ce petit acte. Un soir, quand on est seul, il a écrit ça en 17, je dis. Voilà, voilà. Il parle de ça. Je me souviens d'une souplesse acrobatique. Ça fait image, hein? Oui, je me souviens d'une souplesse acrobatique, je me souviens d'un va-et-vient. C'est encore plus imaginatif. Bref, je me souviens de cris perçants. Tu me flanquais presque des coups. Je me souviens de gestes fous. Et il ajoute, en tant qu'amant, j'ai fréquemment pensé que tu savais très bien quand il fallait cesser d'être inutilement agile. Mesdames, quelle leçon! Bref, que tu savais bien devenir immobile juste à l'instant que je voulais. Jean. Non, mais j'ai rien fait. Écoute, c'est lui qui le dit. Hein? Relisez ça attentivement, mesdames, quand vous relisez. Si vous avez l'occasion de lire ce petit texte qui s'appelle « Un soir, quand on est seul, c'est délicieux ». D'ailleurs, il avait rencontré son Yvonne alors qu'elle jouait, je te dis, les bonichons, mais elle avait débuté, quand elle était enfant, je crois qu'elle avait 12-13 ans, dans une autre revue qui s'appelait « Nu Cocotte ». C'était un présage, n'est-ce pas? Enfin, ça l'a pas empêché de devenir un jour Madame Yvonne Printemps. Oui. Grande gloire de l'opérette française et du théâtre, d'ailleurs, présentée à la reine d'Angleterre, après avoir fait le voyage en voiture, d'une voiture marquée à leurs initiales, pour rencontrer la reine d'Angleterre, tout de même, c'est une référence. Bref,
Et la troisième? La troisième, oui. La troisième, c'était Jacqueline de Lubac. Alors ça, c'était l'épouse. Elle avait 25 ans et lui 50. C'est pourquoi, disait-il, je m'autorise à en faire ma moitié. C'est pas bête. Tu connaissais ça? Oui, oui, je la connaissais. Ah, et la quatrième? La quatrième, c'était Geneviève de Séréville. Oui. 20 ans. C'était au moins sa fille autant que enfin bref, c'était au moins sa fille autant que son épouse. Et la cinquième, mon Dieu, la cinquième. Lana Marconi, sa veuve. Oui, il l'avait rencontrée quand il avait des ennuis après l'occupation. Elle avait été extrêmement... Elle parle très bien de lui, d'ailleurs, dans un livre qu'elle a écrit. Et elle parle de lui, elle parle surtout des derniers jours qu'elle a vécu avec lui. Et des derniers instants, enfin, il est mort dans ses bras, si je puis dire, mais quelque temps auparavant, il lui avait dit « Je vais mourir, tu ne vas pas laisser faire ça. » Et quelques jours plus tard, ne me regarde plus. Je ne suis pas un spectacle. Tu te rends compte d'être à ce point tenu par le spectacle. Hein. Et à la dernière minute, son dernier mot, c'est ce qu'elle cite, elle, dans son bouquin. « Allons, mes enfants, en voiture. » Et plus de terminer pour Guitry. Il y a ce mot aussi très méchant qu'on lui a prêté, où il présentait à l'un de ses amis, Lana Marconi, en disant « Elle fermera mes yeux, elle ouvrira mes tiroirs. » Oui, ça, c'était très dur. Ça. C'est très dur, ça. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais enfin... il y avait aussi celui au cimetière que tu connais. Tu sais, quand ils étaient au cimetière et qu'on disait enfin... mais oui. ça, c'est le père. Oui. C'est-à-dire que son père avait autant d'esprit que Sacha. Oui. Et tous les deux, Sacha et le père, suivaient un jour l'enterrement d'un homme qui n'aimait pas spécialement. C'était un jour du mois d'août, il faisait une chaleur épouvantable. Lucien Guitry se tamponnait le front avec son mouchoir, et tout d'un coup, il glisse, étant de la chaleur, il glisse à Sacha. Je commence à le regretter. Il avait beaucoup d'allure aussi. D'Ivan le Terrible. Mon Dieu. Mais j'en reviens au souci de Sacha pour le bonheur. Il écrit ceci. Il y a assez d'auteurs comme ça qui s'occupent des malheureux, des disgraciés et des déshérités pour que je défende un peu le bonheur, la grâce et la légèreté. Il n'y a pas que des malheureux, n'est-ce pas? Comme il n'y a pas que des gens laids. Or, sous le prétexte magnifique de favoriser ceux qui sont malheureux, vous risquez de faire du tort à ceux qui ne le sont pas, c'est très grave. Il convient d'avoir pitié des gens qui sont malheureux, c'est vrai. Mais je verrai d'un fort bon œil qu'on ait également tous les égards possibles envers les gens heureux. Car les heureux font des heureux, tandis que les malheureux ne font hélas le bonheur de personne. Hein? C'est égoïste quand même. Quoi, égoïste? Oh oui. Ben, bien sûr que c'est égoïste. Mais après tout, qu'est-ce qu'un égoïste? Hein, qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, dit la sagesse populaire. C'est beaucoup plus grave que ça. Ah bon? Ah oui. Un égoïste, c'est celui qui n'emploie pas toutes les minutes de sa vie à satisfaire les désirs de tous les autres égoïstes. C'est papa qui disait ça. Papa? Oui, pas le mien, mais papa Guitry. Ah oui. Mais d'ailleurs, Sacha ajoute une chose que je trouve très intéressante. On ne pardonne rien aux gens heureux, dit-il. On ne pardonne rien aux gens heureux. Moi, par exemple, on ne me pardonne même pas les malheurs qui me sont arrivés, car on est convaincu qu'aucun n'a pu m'atteindre et qu'il n'y en a pas dont j'ai tiré quelques profits. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mes maladies, mes fours, mes infortunes conjugales, tout ça m'est reproché comme autant d'avantages du fait que mon travail ne s'en ressent jamais. C'est avec nos drames, je le répète, que nous écrivons nos comédies. Moi aussi, si j'avais voulu, écrit-il, j'aurais pu être très malheureux. Voilà Guitry. On l'a accusé d'être misogyne, ça je le reconnais. Oui. Oui, mais ça ne me choque pas tellement. Ça ne choque pas? Non, pas tellement, parce que c'était... Si, ça me choque, bien sûr, en 2020, évidemment. Enfin, 2020, non pas encore, 2016. Ça me choque, bien sûr, mais tu sais, c'était un peu la mode à l'époque. Il faut remonter presque un siècle en arrière. Et les femmes s'en amusaient, d'ailleurs. Je pense que Courteline disait... attends, il ne faut pas que je dise de bêtises. Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. C'est Courteline qui disait ça. Non, mais la guerre de 14-18 a tout changé, car les femmes ont pris à ce moment-là la place des hommes, tués à la guerre ou occupés par la guerre. Misogyne, Sacha l'a été, ça c'est vrai, mais il a été cocu. Surtout cocu, misogyne et cocu. Voilà. Bah oui, 200 fois par Yvonne, oui, c'est beaucoup quand même. Mais enfin, il s'en servait pour ses pièces aussi. Oui, bien sûr. Il était reconnaissant, car il écrit aussi... Il écrit aussi à propos des femmes, comme pour s'en excuser,
Faut-il qu'on les adore pour oser en parler ainsi? C'est pas misogyne, ça. Non, c'est beau. Puis il y a une autre chose. Si vous saviez, mesdames, combien on vous regrette quand vous nous avez quittés, vous partiriez plus vite encore. Ça, c'est de Guitry aussi. C'est pas misogyne, ça. Je salue, merci. Non, mais c'est vrai. Et là, ça, c'est une autre chose. Je conviendrais volontiers, dit-il, écrit-il, que les femmes nous sont supérieures, si elles ne voulaient à tout prix être nos égales. Ça mérite réflexion. Oui. Dis-moi, on ne l'avait pas accusé d'être pédéraste? D'être pédéraste? Oui, Guitry. On l'a accusé de tout. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que c'était une accusation sans fondement. Non, mais il a dit ça en rigolant. Hein. Oui. Oui. Je ne sais pas d'où vient cette passion pour Sacha, pour le maître, pour Guitry. Parce que, au début de ma vie professionnelle, j'étais tout jeune, c'est le premier homme important que j'ai rencontré, avec Jouvet. Ah bon? Oui, Jouvet en 1946 et Sacha en 1948. J'ai auditionné devant Jouvet, pendant 1 heure, avec le Barbier de Séville, Mariage de Figaro, Les Fausses Confidences, etc. Et ça donnait quoi? Rien du tout. Mais un souvenir exceptionnel. Car il m'a dit, j'ai rien pour toi, mon petit bonhomme, j'ai rien pour toi. Mais reviens me voir, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Il s'est tourné vers son assistante, il a dit, il est pas mal ce petit J3, hein, il est pas mal. J3, c'est oui, quoi? J3, oui. J3? Oui, J3. Ah, ça, c'est la catégorie sociale dans laquelle on était inclus entre 13 et 21 ans, pendant l'occupation pour les feuilles d'alimentation. Les cartes, enfin bref, d'ailleurs il y avait des feuilles d'alimentation, mais il n'y avait pas d'alimentation, c'est autre chose. Ça c'était jusqu'en 43? Ah oui, jusqu'en 49. Même après 49, il y avait encore un ministre, je sais plus, le ministre du ravitaillement, jusqu'en 49. Ah, oui. Il s'appelait Monsieur Longchambon, mais il n'y avait pas de jambon à la place. Non. Mon Dieu. Mais tu es entré à la Comédie Française quand? Je suis entré en 47, sur audition. Ah, tu as attendu que je sois né alors, je te remercie. Oui, bien sûr. Respect d'abord. Respect d'abord. Ouais. Tu es entré sur audition? Oui, j'ai jamais revu Jouvet, sauf le soir de mon audition avec lui, devant lui, en 1946. Et dans Knock, où il était magistral. Puis un peu plus tard, j'ai jamais osé lui dire d'ailleurs que j'avais joué Knock avec des copains de classe et de JEC, Jeunesse étudiante chrétienne. J'avais joué Knock à 17 ans. J'avais perdu mon pantalon en scène, c'était dans les plus gros effets. J'avais le pantalon de mon père, mais mon père avait un tour de taille beaucoup plus grand que le mien, et la ceinture que j'avais serrée, pouf, le pantalon, dans un geste admirable. À 9h, tous les thermomètres vont pénétrer, ça y est, mon pantalon est parti. Pas de chance. Mais je l'ai revu plus tard dans l'école des femmes, il était fantastique, Jouvet. Et Guitry? Ah, Guitry, c'est autre chose. J'ai reçu un coup de téléphone un jour. Ça a donné ceci. Allô, bonjour, c'est Sacha Guitry, vous me connaissez, je pense. Je suis à l'appareil pour vous demander une chose. Je me dis quelle est l'andouille qui me fait une imitation de Guitry. Eh bien, c'était lui. C'était lui. Et il venait jusqu'à moi, j'aimerais vous rencontrer. Je suis au studio Gaumont, but de Chaumont, etc. Et je suis donc allé au studio. Et là, pendant 1 heure presque, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire avec moi. Il tournait Le Diable boiteux, dans lequel il jouait Talleyrand. Et dans lequel, d'ailleurs, il reconstituait la première du Barbier de Séville à Valençay, chez Talleyrand. Et il me souhaitait dans Figaro. Alors, il m'a expliqué tout ça pendant 1 heure. J'étais tellement hébété et ahuri devant lui que j'ai fini par lui dire « Mais maître, je n'ai pas le costume. » Il m'a regardé comme un demeuré et il m'a dit « Mais nous tournons dans 3 semaines. » Il venait de perdre 1 heure de temps, et ça coûte cher les heures de studio, pour m'expliquer ce qu'il allait m'expliquer 3 semaines plus tard. C'était merveilleux. Mais là, je me souviens d'une chose, parce que je parle des détails, mais à un moment donné, il a appelé François Gire, le fils de Fusier Gire, son assistant, Gire, actrice délicieuse. François Gire était son assistant. Oui. Et il l'a appelé à François. Je supplie qu'on laisse les portes du studio fermées entre les prises. Il vient du couloir un vent terrible qui me glace les os. François Gire s'acquitte de cette mission auprès des machinistes et on entend la voix du chef machiniste. Alors, messieurs les connards, on oublie qu'il faut laisser la porte fermée entre les prises. Résultat, le maître se les gèle. Sacha se penche vers François Gire et lui dit « Il ne dit pas bien mon texte. » Tu l'as revu? C'était l'élégance même.
Tu l'as revu, Guitry? J'ai revu Sacha, oui, bien sûr. Quelques années plus tard, il tournait Napoléon. Je l'ai revu chez lui, au milieu de ses collections admirables, des tableaux fantastiques. Et il tournait Le Diable boiteux. Non, Napoléon. Il tournait Napoléon. Et il me souhaitait dans Figaro, dans Juno. Et comme c'était un tout petit rôle, et comme il s'agissait de me convaincre, il me disait Gabin n'a qu'un mot à dire. Ce qui voulait dire, si Gabin n'a qu'un mot à dire, vous pouvez vous contenter de dire 3 mots seulement. Mais Gabin avait un mot à dire, c'était assez. Assez. Il jouait l'âne et il regardait le champ de bataille d'Eylau avec tous les morts allongés. Il disait à Napoléon assez. Gabin en gros plan avec assez, ça fait un grand rôle. Bref, on a tout de même tourné Napoléon, mais moi j'avais une petite scène, j'avais des petits trucs, j'avais une petite scène précise. On tournait le fort de Toulon. On tournait la bataille de Toulon, au fort carré d'Antibes, d'ailleurs ça c'est autre chose. Mais enfin, je devais arriver, courir, me planquer, me coller à la tour où Napoléon, qui ne s'appelait pas encore Napoléon, qui s'appelait Bonaparte, était enfermé. Je devais faire ouh pour l'appeler. Le texte était court, mais enfin ouh. Bon alors, première prise, je cavale. Ouh, non, dit Sacha, non, plus large. La course va très bien, mais le ou plus large. Ouh, bon, on recommence. Ouh, non, cher Pierre, plus large, je vous en supplie, plus large. Et il m'a dit que le ou, je trouvais son ouh ridicule. Enfin, je me demande. 3e prise, 4e, c'est parfait. 4e prise, c'est parfait. Un mois plus tard, on se retrouve dans un studio de synchro pour synchroniser les sons témoins. Gabin fait son assez admirable, en ajoutant « j'ai fait l'âne pour avoir du son ». Tout le monde rigole, car chacun était persuadé de l'importance de son cachet. Enfin, arrive mon tour, je synchronise quelques petites scènes, puis mon assez. Ah non, me dit l'ingénieur du son, c'est fait, ça, c'est fait. Mon ou, pardon, j'ai dit assez. Mon ou. Non, me dit l'ingénieur du son, ça c'est fait, le ou, c'est fait. Et c'est fait par qui? Il y a un petit temps d'hésitation, il se dit comment il va prendre la chose. C'est fait par le maître lui-même. J'ai donc été doublé par Sacha Guitry dans ou, c'est formidable. Hein. Mon ou n'était pas bon, mais je connais peu qui se sont fait doubler par Guitry, tout de même. Ah, mon Dieu. Ah, c'est drôle ça aussi. Parce que il aimait avoir autour de lui une petite cour, dont je faisais partie, bien entendu. Il nous racontait des histoires. Et puis à un moment donné, je vois le docteur Tirolois ou le docteur Racine, je ne sais plus, l'un des deux en tout cas, docteur habituel de Sacha. Mais peut-être bien Racine. Comme il aimait Molière, il aurait pu prendre le docteur Racine, ça faisait ménage. Mais le docteur s'approche de Sacha, qui fumait 50 cigarettes par jour. Il avait les doigts tout jaunes de nicotine, et lui dit « Sacha, il faut tout de même que je vous parle cigarette. »« Ah non, dit Sacha, ne me demandez pas de fumer davantage, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas possible. » D'ailleurs, il avait écrit un petit traité sur le tabac, et qui commençait ainsi. Article 1, le tabac est un poison. Article 2, tant pis. Voilà. D'où vient cette passion pour Guitry? Ma passion pour Guitry? Oui. Oh, parce que dans un monde plein de tumultes, de cris, d'horreur, dont il subit lui aussi les effets d'ailleurs à son temps, il défend le bonheur avec une énergie considérable et à tout prix dans une langue élégante et légère, une langue à l'insolence poudrée, comme disait Louis Powell. Tu te rends compte qu'il écrit 114 pièces? 114 pièces! Elles ne sont pas toutes bonnes, il ne les joue pas toutes, mais enfin il écrit 114 pièces. 114 pièces dont il dit lui-même, aucune de mes pièces ne me satisfait complètement. Et quant à la situation que j'occupe, écrit-il, elle me surprend bien plus qu'elle ne comble mes vœux, alors qu'on a parlé sans cesse de sa vanité. Moi, je ne vois guère qu'un seul auteur dramatique qui ait eu la même modestie, c'est Félicien Marceau, qui déclarait après l'échec d'une de ses pièces, « Ma pièce a énormément plu, mais à très peu de monde. » Guitry est un travailleur acharné au théâtre. Il écrit, il met en scène, il joue lui-même. C'est fou, ça. Et quand il découvre le cinéma, car il a découvert le cinéma sur un tard, après avoir dit beaucoup de mal du cinéma, il n'en a dit le plus grand bien, parce que ça l'intéressait. Mais c'est uniquement pour mettre des images sur ses textes, comme dans Les Mémoires d'un tricheur, qui va devenir au cinéma le roman d'un tricheur.
qui est classé quand même par les Américains comme 7e film de l'histoire du cinéma. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas suffisamment connu en France, ça. Admirable film, d'ailleurs, dont le personnage principal se raconte assis à une table de bistrot, et qu'on dit qu'il met des images sur les scènes qu'il décrit. Je suis né à Tortizambert, petit village bien joli du Calvados, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Troarn, en quittant Livaro. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon an mal an 5 000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu 2 enfants. Elle eut avec mon père un fils, moi, et 4 filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père, ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions donc 12 à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. Seul car j'avais volé 8 sous dans le tiroir-caisse pour m'acheter des billes. Et mon père en courroux s'était écrié « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. » Ces végétaux mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait 11 cadavres à la maison. Qui n'a pas vu 11 cadavres à la fois ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. Parlerai-je de mon chagrin ? Disons plutôt la vérité. Je n'avais que 12 ans et l'on conviendra que c'était un malheur excessif pour mon âge. Oui, j'étais véritablement dépassé par cette catastrophe et n'ayant pas assez d'expérience pour en apprécier l'horreur, je m'en sentais pour ainsi dire indigne. On peut pleurer son père ou sa mère ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer 11 personnes ? On ne sait plus où donner de la peine. Je n'ose pas parler de l'embarras du choix, et pourtant, c'est un peu ça qui se passait. Ma douleur sollicitée à gauche, sollicitée à droite, avait des sujets de distraction trop nombreux. Le docteur Lavignac, appelé dans le courant de l'après-midi, ne cessa de prodiguer ses soins éclairés. Mais hélas, inutile. Ma famille s'éteignait inexorablement. Monsieur le curé, qui déjeunait ce jour-là chez le marquis de Beauvoir, est arrivé à bicyclette vers 4 heures. On allait avoir bien besoin de lui. Dès 5 heures du soir, tout le village était chez nous. Le père Rousseau, paralysé depuis 20 ans, s'était fait porter jusque-là. Et l'aveugle répétait en poussant les autres « Laissez-moi voir, laissez-moi voir ». J'avais été renvoyé de chambre en chambre par les voisines. Aussitôt accouru, ne sachant plus où me fourrer, je m'étais craintivement dissimulé sous un comptoir dans la boutique. De là, j'entendais tout ce qui se disait, tout ce qui se murmurait. Les premiers décès avaient été annoncés, non sans une certaine componction, ainsi qu'il est de règle, mais dès la 4e mort, les annonces devinrent brèves et bientôt laconiques. Encore un. Et tous ces villageois résignés et fourbus reprenaient de la vie devant toutes ces morts. Il leur semblait sans doute que chacun d'eux allait avoir un peu plus d'air à respirer dorénavant. Et je percevais des dialogues inouïs. Et la grand-mère, pas encore. Mais c'est l'affaire de 20 minutes. Il en reste combien ? Plus que 4. L'oncle assassin, le sourd-muet, mourut le dernier, dans d'horribles souffrances. Quel est celui qui crie comme ça ? C'est le muet, répondait-on. Lorsqu'à 7 heures tout fut fini, je suis sorti de ma cachette. Et je me suis retrouvé nez à nez avec le docteur, qui s'épongeait le front. Il me vit, me regarda, me reconnut, n'en crut pas ses yeux, et me dit « Eh ben, et toi ?» Et il y avait dans sa voix une surprise immense. D'ailleurs, il ajouta « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ce « qu'est-ce que tu fais là » ne voulait pas dire « qu'est-ce que tu fais là sous le comptoir ?» Non, non, il signifiait bien « qu'est-ce que tu fais là sur la terre ?» En effet, de quel droit n'étais-je pas mort, comme tout le monde ? Et il continua « Tu n'as pas mal ?»« Non. »« Mais comment ça se fait-il ?» Et maintenant, il me regardait comme si j'étais un phénomène, ou bien le diable, ce garçon de 12 ans qui absorbait impunément des champignons vénéneux qui survivaient à tous les siens, ça devenait très intéressant pour lui. Quel champ d'expérience!
Et comme il m'a semblé qu'il se voyait déjà penché sur mes viscères, j'avouai la vérité. J'en ai pas mangé. Pourquoi? Et ce pourquoi parti très vite était extraordinaire. Des formations professionnelles, je le veux bien, mais je jure qu'il l'a dit sur un ton de reproche. Et comme il répétait « Pourquoi? Pourquoi ?» j'ai préféré tout dire. J'ai raconté mon crime et j'ai dit quel avait été mon châtiment. Alors, dans une esquisse de sourire, il eut un clignement d'œil qui semblait dire « Toi, pas bête. Hein ?» L'histoire fit rapidement le tour du village et je laissa penser quel commentaire elle souleva. Le jour de l'enterrement, derrière ces 11 cercueils que je suivais, la tête basse et les yeux secs, je me demandais si le fait d'avoir été miraculeusement épargné ne me donnait pas un peu l'air d'avoir assassiné tout ce monde. Cependant que dans mon dos, on chuchotait « Savez-vous pourquoi le petit n'est pas mort ? Parce qu'il a volé. » Eh oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que 40 ans d'expérience n'ont pas modifiée. C'est bien fait tout ça, hein? C'est signé Guitry et c'est bien fait tout de même. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi j'aimais Guitry, ben c'est un peu pour ça. Un peu pour ça. Mais j'ai une raison de plus d'ailleurs. Entre autres, tiens, attends, je vais te dire ça. Cette confidence à la jeunesse. Lis ça. Là, tu vas voir, c'est un autre visage, une autre image de Sacha. Et pourquoi dites-vous que je n'ai pas de fils? Qu'est-ce que vous en savez? Quand moi-même, je n'en sais rien. N'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours un fils. Un jeune homme a passé, là, devant ma fenêtre. Ce matin, il était beau, il souriait. Prouvez-moi donc que ce garçon n'est pas mon fils. Il est mon fils. La preuve. L'être à mon fils. Mon petit, je t'ai trouvé bien bonne mine tout à l'heure, et tu marchais d'un pas léger qui m'a ravi. Tes deux mains dans les poches et tes cheveux au vent, tu étais la jeunesse en personne. Tu passais seul à ce moment dans cette allée, et pourtant, tu semblais dépasser tout le monde. Tu ne t'enfuyais pas, tu fuyais la laideur, la bassesse et l'envie. Tu étais beau, tu souriais. Je t'en fais bien mon compliment. Va, sois heureux. La vie est belle, elle est belle. Et pourtant les hommes sont affreux. Ne les regarde pas, ne cherche pas à les comprendre. Ils marchent sur la tête. Devant ce monde renversé, ne dis jamais « j'arrive mal », jamais. Dis plutôt « j'arrive à temps ». Tu n'as pas de compte à rendre, toi. Tu pourrais plutôt en demander. C'est toi qui pourrais dire aux hommes, c'est ça la liberté, c'est ça la politique, la justice, la République, c'est ça l'intelligence, mais ne t'y frotte pas. Ce serait inutile. Sois l'avenir d'un pays qui n'a pas son pareil. Sois heureux, je t'en prie. Fais ça pour la France. Elle en a grand besoin. Attention, heureux ne veut pas dire à qui tout réussit.
Heureux veut dire favorable. Et d'un événement, l'on dit qu'il est heureux quand il fait le bonheur précisément de tous. Sois heureux dans ce sens, soit un événement, et dès lors, tout te réussira. D'ailleurs, puisque tu as 18 ans, c'est toi, la France. Mais ce n'est toi qu'à condition que tu le veuilles. Or, le veux-tu? Oui. Eh bien alors, à ceux qui te diront que la France aujourd'hui n'est pas reconnaissable, réponds en souriant. Mais vous ne m'avez donc pas regardé. Alors peut-être la reconnaîtront-ils. Pour être heureux, sois exemplaire. Et si tu veux être exemplaire, sois honnête homme. Ne fais jamais le mal. Laisse-le faire aux autres. Ils s'en tirent si bien. On ne se console pas du mal que l'on fait soi, tandis que l'on parvient à faire son profit du mal que l'on vous fait. Quand on a l'âme forte et le sens de l'humour, ne reconnaît à personne le droit de t'empêcher de dormir. Monsieur de Montesquieu, qui était l'intelligence même, se tut à te le dire. La gravité est le bonheur des imbéciles. Nous sommes entourés de menteurs et d'esclaves. Ne prends pas non plus les choses trop au sérieux, car les coutumes et les lois, l'hypocrisie et la sottise en ont dénaturé le sens. Les gens qui se prennent au sérieux ne sont en général que des gens qui se prennent au sérieux. Mais la vie, aime-la. Je dirais même plus, aime-la donc telle qu'elle. Oui, vive la vie, mon chéri. Et fais la sourde oreille aux avertissements de tous ceux qui tenteraient de t'en dégoûter. Cependant, si l'envie un jour te prenait de leur clouer le bec, propose-leur donc de la quitter 6 mois plus tôt, cette existence qu'ils abominent, et tu verras la tête qu'ils feront. Tu sais, Jean, je savais qu'il avait écrit cette lettre à son fils, un fils qu'il n'a jamais eu. Non. Oui. Mais il le dit d'ailleurs, n'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours un fils. Oui, mais enfin, bon, on va pas faire une soirée entière sur Guitry quand même. Non. Bon. Bien sûr, mais on pourrait. Ah, oui. Tiens, écoute, alors, je vais te dire en un mot, pourquoi j'aime Guitry. Parce qu'il écrit le mot « travail » en 7 lettres. Mais comme tout le monde. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il écrit le mot « travail » T-H-E-A-T-R-E, théâtre. Voilà pourquoi j'aime Guitry. Ouais. Bon, alors après Molière, après Guitry... Fin du chapitre Guitry. Fin du chapitre Guitry, mais donc, Molière, Guitry, allez, Rostand. Oh, Rostand. Oh bah écoute, Jean, allez, Cyrano. Oui, si tu veux, mais d'ailleurs, il y a de l'Alceste dans Cyrano. Oui. Ils sont un peu frères, c'est de là le couple Lebret-Cyrano, c'est un peu le couple Philinte-Alceste. Mais dis donc, si on raconte Cyrano, on va finir à 3h du matin. Eh bien, 3h du matin, c'est l'une des heures les meilleures. Ah oui, une des heures les meilleures. Et pourquoi? Bah parce que c'est une zone de silence, tu vois. On peut penser, et écrire et travailler. Oui, non, mais c'est surtout de l'heure d'aller se coucher. Oui. Bah, Et de se taire, Huster. se taire, Huster, se taire jamais. Non, Se taire, Huster, jamais? Se taire, Huster, jamais? Non. Alors, Huster, je vais vous lancer un de ces traits. Quoi? Vous, vous avez un nez... Ah! Un nez très... Très. Grand. Ah,
C'est tout? Mais... Ah ouais. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Tiens, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, chaud, monsieur! Lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortelle du nez, sans qu'un voisin ne crie « au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, notre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphantaux camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fatigue, aucun vent ne peut les magistrats t'en rimer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est l'homme rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur. Quelle enseigne! Lyrique, je suis le conque. Êtes-vous un triton? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, RD, je dis un nez. Que non, c'est que melon géant, ou bien que melon nain. Campagnard, militaire, pointu contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie, assurément, monsieur? Ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame, en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et des soins de lettres, oh mon Dieu, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Puis si vous avez d'ailleurs l'invention qu'il faut pour me sévir là, devant toutes ces nobles galeries, ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne prétends pas qu'un autre me les serve. Ça va. Je vais me venger, hein. Ah, je vais me venger. J'ai trébuché 2-3 fois, mais je vais me venger. Ça va être ton tour. Ah oui, allez. Allez, ça va être ton tour. Un petit peu maintenant, parce que... Oh ben non, allez. C'est vrai qu'on dirait un western. C'est rigolo, d'ailleurs, d'entendre ça en veston, sans nez. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait de l'effet. C'est vrai, ben justement. Allez. Enfin, non, écoute, nous avons fait notre devoir de reconnaissance. Non. Ah non, c'est un peu court, Jean-Pierre. Ouais. Ah oui. La suite, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire... La fortune et la gloire. Allez, deuxième acte. Giragno. Allez, la tirade des non-merci. Ah oui, hein, allez, la tirade des non-merci. Allez, ah, ben tu vois. C'est pas de chaise, hein. C'est pas une raison, ça. Oh, tu veux 2 fois plus fort? Allez, 2 fois plus fort, allez. Et puis, d'ailleurs, il est toujours assis un peu comme ça, le vrai. C'est vrai. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire... Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant?
Prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de se lever par force, non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Ils ont parlé des financiers à Genève aujourd'hui, il y a 30 000 banquiers ici. C'est pas prudent, ça. Hein. Enfin bref, se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir aventuré par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, et exécuter des tours de souplesse dorsale, non merci. J'ai le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non merci. Se les faire nommer pape par des conciles qui dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Travailler sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non merci. De découvrir de talents comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter « Non, merci, non, merci, non, merci !» Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre. Ou faire un vers. N'écrire jamais rien que le soit de sortie. Et modeste, d'ailleurs. Se dire, mon petit, sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il vient un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul. Tout seul, soit. Mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire partout des ennemis? À force de vouloir vous faire des amis. Et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur les pas mes saluts. Et m'écrit avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletta excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise, mais de moins haute mine. Car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyaute et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque nouvelle idée est un nouveau godron qui m'ajoute une larme et m'ajoute un rayon. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. T'as de beaux restes, tu sais, Pia. Hein? T'as de beaux restes. Non, mais j'ai peut-être de beaux restes, mais toi aussi. Oh, d'ailleurs, je vais te dire, méfions-nous. On a beau être bien conservé, ce n'est tout de même que de la conserve. C'est vrai. Bon, alors, écoute, allez, on va s'oublier. Allez, on devrait rendre hommage à notre métier d'acteur. Quand même, Jean. Oui, ça, oui, si tu veux. Hein, ce métier qui nous permet de rester nous-mêmes, tout en changeant de peau à chaque personnage. De vivre et de faire vivre des heures d'évasion et des rêves partagés avec un public. D'arriver au théâtre, par exemple, le soir avec 38,8 et d'en sortir avec 37,3. Comme le personnage, en bonne santé. Oui. C'est comme s'il nous avait permis de retrouver notre santé à nous. C'est une anesthésie, Jean. Et même une psychanalyse naturelle. Je le crois, oui. C'est d'ailleurs quand on est devenu un autre pendant 1h30, c'est ce qui nous permet de jouer le soir de la mort d'un être cher, ce qui quelquefois peut paraître monstrueux,
mais qui, à mon avis, reste l'honneur de notre métier, quoi. Voilà. Mais enfin, bon, bref, parlons d'autre chose, parce qu'on va attrister la soirée. Tu te souviens des tournées modestes de Cyrano? Les tournées de Cyrano? Oui. C'est-à-dire? Tournées modestes, ben, là où il y avait une ferveur pour jouer la pièce, mais malheureusement pas de moyens financiers pour la présenter. Et alors, au lieu d'une vingtaine de cadets, ou même d'une trentaine de cadets au deuxième acte, il y en avait 2 ou 3. Les autres étaient peints sur une toile de fond. Et alors, tu te rappelles, le texte était changé, car Carbon de Castel-Jaloux, au deuxième acte, présente à De Guiche sa compagnie, et il demande à Cyrano de le faire. Cyrano, capitaine, puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Tu te rappelles ce que ça devenait? Oui. Cyrano! Oui. Bien que ma compagnie ne soit pas au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Oui, c'est drôle, passer de puisque ma compagnie a bien que ma compagnie ne soit pas au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ah mon Dieu, et ça marchait quand même, hein, cela dit. Ça marchait quand même. Enfin bref, et là, au 5e acte, oui. Cyrano meurt au 5e acte, au couvent où s'est réfugiée depuis 14 ans cette pauvre Roxane. Et alors il dit à un moment donné, il me fallait un peu d'harmonie. Et l'orgue du couvent se met alors à jouer. Il me fallait un peu d'harmonie. En voilà. Malheureusement, dans ces tournées modestes, il n'y avait pas d'harmonium, bien entendu. Il n'y avait pas d'enregistrement, surtout pour enregistrer la musique. Alors c'était quelquefois un accordéon qui jouait. Il me fallait un peu d'harmonie, un petit morceau d'accordéon. Mais quelquefois, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Alors Cyrano changeait le texte. Il me fallait un peu d'harmonie, mais geste d'impuissance, mais voilà. Sous-entendu, il n'y en a pas. Et ça marchait quand même. Hein. Ça marchait quand même parce que c'était monté avec ferveur, à défaut de moyens techniques. Et pardon, c'est ma canne qui est tombée, et à mon âge, c'est difficile de la ramasser. Bref. De l'anecdote d'Alain Decaux. Decaux? Oui, il y avait une anecdote concernant Napoléon. Ah, il racontait une histoire sur Napoléon, c'est voilà, ça? Extraordinaire. Ah oui, superbe. Incroyable. Oh, raconte-la, tu la connais? Ah oui. Je peux la raconter. Ah bah, Alain Decaux qui adorait Sacha Guitry. Ah oui, Decaux, oui, ça oui. Comment? Il est mort récemment d'ailleurs, je le salue parce que c'était un vieux copain de lycée. Il est là, il nous écoute certainement. Eh bien, lors de la bataille des Pyramides, du haut desquelles 40 siècles les contemplaient, donc Napoléon lit à ses soldats chaque soir une proclamation dont le texte très long et qu'il n'avait pas appris, bien entendu, était écrit sur un rouleau de papier que le général Bertrand lui présentait. Or, un soir, mesdames et messieurs, ce général Bertrand, mauvais camarade, lui fait une blague. Il lui présente le rouleau comme tous les soirs, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Stupeur de l'acteur qui joue Napoléon, moment d'arrêt, échange de regards entre les deux acteurs. Mais Napoléon est un acteur de très grand métier. Et après quelques secondes de désarroi, il dit au général Bertrand, « Général Bertrand, il n'y a pas de plus grand honneur qu'un général d'armée puisse faire à un général de grade inférieur que de lui donner à lire la proclamation aux troupes. » Et alors, il lui rend le rouleau. Le général Bertrand, à son tour, est saisi d'effroi. Il marque un instant d'arrêt, mais lui aussi, c'est un acteur de très grand métier. Et après quelques secondes de réflexion, il s'aligne dans un garde-à-vous impeccable. Et il dit au futur empereur, « Mon général, soldat de fortune, sorti du rang, je ne sais pas lire. » Et il lui repasse le rouleau. Là, on a dû baisser le rideau. Mais, tu sais... Allez, Jean, on va s'amuser un peu. On pourrait peut-être raconter des histoires. Ou des poèmes, tiens, par exemple. Beaux endormis ou Le dormeur du Val. Non, ça te plaît pas, c'est un peu triste. Folle. Beaux endormis, Le dormeur du Val. Ou alors... C'est non, pas, ou alors... Quoi, allez, des poèmes humoristiques ou des chansonniers. Ah bah ça, je préférais les petits poèmes humoristiques, genre chansonniers, ça, oui. Voilà. Tu connais L'Ogre de Victor Hugo? Comment? L'Ogre. L'Ogre? De Victor Hugo. Ah, l'Ogre! Non, oui. pas du tout. Tu connais pas l'Ogre? Non, pas du tout. C'est Victor Hugo, ça, t'es sûr? Victor Hugo, oui. C'est Victor Hugo. C'est Madame Dussane, mon prof au conservatoire,
qui me l'a un jour révélé, l'ogre. En ajoutant d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le Victor Hugo, mais ça ne fait rien, elle le désignait comme étant le Victor Hugo. L'ogre, oui, l'ogre. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur, tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée, et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quand à l'enfant, bel enfant blond, nourri de crème et de brioche, don fait par Calculis à cette Calypso, il était sous le porche et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est tout simple. Pourtant, c'est aller un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre alors lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Et c'est bien Victor Hugo. Tiens, tu pourrais peut-être te dire, toi, ce poème, justement, c'est pas aussi gai, mais enfin, ce que tu disais un jour, je tiens de lire ça, Apollinaire, tu sais, sous le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau. C'était au cours des soirées habillées à la Comédie Française. C'était magnifique. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? Faut pas regretter. Oh, si, quand même, si, ces soirées étaient... D'être parti ou d'être... Non, de ces soirées habillées, c'était sublime. Il y avait tous les acteurs les plus prestigieux qui étaient là. Le poème. Alors, le poème. Le poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure, l'amour s'en va. Ça y est, j'ai un trou. Dux m'aurait renvoyé, l'amour s'en va. Ah oui, bah bien sûr. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Tu vois, je vais te faire lire ça. Quoi? Ça, après, vienne la nuit, sonne l'heure, ça s'impose. C'est l'histoire d'une pendule. Ah. Une pendule. C'est une pendule, oui. Ah, à ce propos, voici l'histoire d'une pendule au Attends. C'est l'histoire d'une pendule. Oui. Tu sais pas de qui, tu m'as pas demandé. Non, mais c'est de qui? C'est de qui? Ben, je te le dirai après. Ah bah,
C'est terrible. Je t'en ai pris trop. Attends. Non, ça y est, non. Non, voilà. Ça, c'est autre chose. Très bien. Non, mais raconter l'histoire de pendule en Suisse, ça s'impose, non? Bah oui, à Genève. D'accord. En tout cas, à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds, ça s'impose. À Genève, ils font des montres, mais ça, c'est autre chose. À ce propos, voici l'histoire d'une pendule ô combien dérisoire et d'ailleurs ridicule, en bronze, avec du marbre noir, et que finalement j'avais prise en horreur. C'était comme quelqu'un de bête et qui s'ennuie. Elle le sonnait avec lenteur, quelquefois 12 coups quand il était 8 heures, et 2 coups seulement quand il était minuit. Les autres font tic-tac, tic-tac, et le faisaient tactique, tactique. Était-ce une tactique? Avait-elle des tics ou parfois des attaques? Attaque ou non, tic ou pas tic, elle était toc et peu pratique et battait la breloque. En somme, ma patraque. Or, voici son histoire, histoire sans issue. Cette pendule, avec Napoléon dessus, comme disait François Copé, j'en avais écopé à la mort autrefois de ma cousine Irène. Or, un beau jour, mon cher Henri, tu l'as reçu. T'en souviens-tu pour tes étrennes? Eh bien, qu'en as-tu fait toi-même au bout de l'an? Tu l'as donné à Ferdinand. Ne dis pas non, tais-toi, je sais tout maintenant. Or, Ferdinand lui-même, à la fin de l'année, il l'a donné. Il l'a donné à Noémie, qui l'a donné à des amis. Or, ses amis, un an plus tard, ils l'ont donné à la marquise de Saint-Marc pour son anniversaire avec leurs vœux sincères. La marquise, à son tour, en eut bien vite assez. Elle n'a pas été longue à s'en débarrasser, au profit d'un cousin du frère de ma femme. Tu la vois qui revient, cette pendule infâme? Or, ce cousin n'a rien trouvé de mieux à faire que de l'offrir à mon beau-frère pour la nouvelle année. Or, mon beau-frère Émile, à qui l'a-t-il donné au bout de 12 mois? Je te le donne en 1000 à moi. Oui, ce matin, je l'ai reçue. Elle aura fait le tour complet, son voyage est terminé. Elle est là, sur ma cheminée, oui. Ce matin, je l'ai reçue pour la nouvelle année. Cette pendule avec Napoléon dessus. La voilà de nouveau chez moi. La voilà là pour 12 mois. L'horrible pendule d'Irène. Et je dis bien pour 12 mois, car l'an prochain, je te préviens que tu l'auras pour tes étrennes. C'est de qui? De qui? Oui, c'est de qui? Devine. Je sais pas. Oh, Oh non, t'exagères. Guitry. Guitry. Bon, alors. Attends. On devrait finir par quelque chose sur le bonheur, non? Oui, peut-être. Eh ben, j'ai quelque chose à te proposer. Ah bon, non, lis ça. Oh, Jean, qu'est-ce que c'est que ça? L'être un mal-aimé d'aujourd'hui. Voilà. Très cher bonheur. Ah, ça s'adresse au bonheur? Oui, ça s'adresse au bonheur. Oui. Ah ben, je vais rester avec toi, alors, si ça s'adresse au bonheur. Ah, ben, si tu veux. Très cher bonheur, comme beaucoup d'artistes, tu traverses une période de désamour. Tu n'as plus la cote. Ah, attention, je sais très bien qu'il y a des malheureux de naissance, des mal-aimés du destin, accablés de malheur dans leur santé, leur travail, leur couple. Hélas, il y en a toujours eu. Mais il y a aussi des heureux, des gâtés du berceau, ou simplement des doués pour le bonheur. Toi, mon pauvre bonheur, on te cache comme une maladie honteuse. On minimise ton importance. On exagère ta fragilité. Et dans les conversations, on en arrive à évoquer ton heureux rival, le malheur. Tout y passe. Les accidents, les crimes, les agressions, les menaces de guerre, les révolutions, les suicides, les attentats, les viols, les incendies provoqués ou non, les tremblements de terre, les inondations, les éruptions volcaniques, la fonte de la banquise, la fonte de l'argent, le chômage, les épidémies, les cyclones, la drogue. On mange du pire avec délectation. Nulle part, on ne lit ou on entend, par exemple, que le bonheur, ça s'entretient.
Ça réclame des soins quotidiens, comme un jardin. Le bonheur manque d'un bon attaché de presse. Pauvre bonheur, j'espère que tu sortiras un jour de ton purgatoire. Car finalement, le bonheur, c'est cette chose qui n'existe pas et qui pourtant, un jour, n'est plus. Dans cette attente, je te prie de croire à ma reconnaissante sympathie. Magnifique. C'est de qui? Oui, oui. Ah oui. C'est de qui, Jean? Hein? C'est de qui? C'est de qui? Oui. FD. Françoise Dorin. Ah! C'est drôle, c'est qu'il y a maintenant une chanson qui circule sur le bonheur, qui est une très bonne chanson, mais elle a écrit ce texte-là il y a presque 10 ans. C'est pas toi qui as triomphé dans Figaro que je vais apprendre que Beaumarchais dit que... Tout finit par des chansons. Évidemment. Eh oui. Mais, Évidemment. tout de même. Oh, dis donc. Oui. Oh, femme, créature faible et décevante. Quand tu dis ça sur scène, tu te fais toujours engueuler par la salle. Tous les gars qui jouent Figaro, oh! Et tu pourrais peut-être, puisque tu dis tout finit par des chansons, tout finit en musique, tu pourrais peut-être lire ça, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah, une lettre? Oh! Lettre à Daniel Barenboim? Oui. Tu es sûr? Ah ben oui, je te dirai son nom après. De l'auteur, bien sûr. Maître, Mais je n'ai aucune raison particulière de vous écrire. Pire, j'ai plusieurs raisons de ne pas vous écrire. La première est que, jalouse de mon temps, je déteste voler celui des autres. La deuxième est que je n'ai rien à vous dire, sinon mon admiration. La troisième raison, c'est que je n'aime pas la musique. Ouf, l'aveu infamant est lâché. C'est comme ça, depuis des années. Enfin, c'était comme ça. Mais le 20 août 2005, jour où vous dirigiez un concert mondial, après que les premiers sons me furent parvenus, je suis resté immobile, cloué dans mon fauteuil. Cela se passait à Ramallah. Les combats se poursuivaient encore à quelques kilomètres de là. Vous, maître, vous étiez là, la baguette à la main, apparemment simple et tranquille, entouré d'un orchestre exceptionnel, au sens strict du mot. Il était en effet composé de musiciens juifs, musulmans, chrétiens, réunis là, grâce à vous, après quelques discussions avec les autorités dirigeantes de chacun des pays dont les musiciens étaient originaires. Venus de tous les horizons, ils appartenaient à cet instant à un seul et même pays, celui de la musique, comme vous. Oserais-je ajouter, comme moi aussi, dans la mesure de mes moyens, transcendé par la situation, au point qu'à la fin du concert, le premier auquel je venais d'assister, j'ai senti sur mes joues comme une légère humidité. Mes yeux n'en croyaient pas mes larmes. Mais moi, je n'ai pas vraiment été étonné. Je savais depuis longtemps que le don et l'intelligence me fascinent, me subjuguent et m'émeuvent jusqu'aux larmes. Depuis, j'ai appris que vous étiez, cher maître, d'origine argentine, de religion juive, israélien de nationalité, domicilié à Berlin. Quant à votre cœur, international. Et puis j'ai appris que, 20 pages sur Internet. Et encore, il y manque cette dernière information. Daniel Barenboim a ouvert les portes du paradis musical à une dame, pourtant saine de corps et d'esprit, mais qui jusque-là n'aimait que les marches militaires. Avec ma reconnaissante admiration, FD. Eh oui, FD. Hein? Magnifique. Oui, Françoise Dorin. Elle n'aimait pas la musique. Elle a changé d'avis, heureusement. Ah bah oui, oui, depuis, oui. On peut aimer les marches militaires, c'est déjà pas mal. Ah bah oui.
C'est à toi. C'est à moi? Oui, parce que je sais que tu refuses ce débat. Oh non, mais on va quand même pas finir nos confidences sur de la politique. Ben, écoute, non, d'autant plus qu'il faut se méfier des grandes idées généreuses vers 10 h du soir sur une scène de théâtre. C'est dangereux. Bon. Alors... Et il est 10h moins 10. Il est 10h moins 10, alors on y va. Alors, mesdames et messieurs, quand vous êtes bons, n'est-ce pas? Comme oui, ce soir, je jure qu'on vous paierait pour que le rideau rouge ne retombe jamais. C'est vrai. Malheureusement, certains soirs, vous êtes aussi mauvais qu'on aurait intérêt à ne pas le lever. non, mais je plaisantais. Si on n'a plus le droit de plaisanter, c'est nous, la pièce, qui sommes mauvais. On a beaucoup de mal à s'en persuader, croyez-moi, mais enfin, c'est nous, la pièce, quoi, c'est tout. Guitry, d'ailleurs, le reconnaît, d'ailleurs. Tout est plus difficile ces soirs-là sur la scène. On voudrait vous crier « Aimez-nous, on vous aime !» Oui, mais enfin, c'est un élan idiot, intempestif. Ben oui, tu sais à quel point les acteurs sont excessifs. Vous êtes le public depuis presque 2 heures, c'est Sacha qui conclut. Vous êtes le public depuis presque 2 heures, avec une seule âme et avec un seul cœur. Vous êtes des amis presque intimes, que vous soyez de Lyon, de Genève ou de Nîmes. Et voilà que soudain va tomber le rideau. Ou comme ça. Déjà, vous ne pensez qu'à prendre vos manteaux. On vous rentre à vous-même et vous nous échappez. Vos problèmes vous reprennent. Il est très tard. Il faut aller dormir. Je vous vois tous dans vos draps blancs. Et donc, ça rime pas beaucoup, c'est embêtant. Ouais, bah, imaginons. Imaginons. Ouais, alors, si imaginons, dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois des bras, beaucoup de bras. Tu vois des bras et beaucoup de bras? Ouais. Moi, je vois des pieds sortant des draps. Je vois des couples endormis qui n'ont pas l'air de se connaître et même on les croirait fâchés. Oui. Voyez donc comme ils sont couchés. L'un regarde le mur. Et l'autre la fenêtre. Et pourtant, ils s'étaient promis de passer enlacés toute la nuit entière. Il l'avait ainsi commencé, mais la tête la plus légère devient bien vite un lourd fardeau. On commence par s'enlacer et on finit par s'enlacer. Et chacun ronfle dos à dos. Rêvez, mesdames. Dormez, messieurs. Rêvez que vous réalisez tous vos projets. Soyez heureux. Témoignage évident de notre orgueil extrême. Rien ne peut arriver de mal à ceux qu'on aime. La nuit. Quand nous veillons sur eux. Voilà. Et maintenant, c'est maintenant que tombe le rideau. Oups là. Le rideau tombe. Donc, Oui. j'ai un bis. T'as un bis? J'ai un bis, oui. Qu'est-ce que Dans les c'est? concerts. Ah oui. Ah d'accord. C'est, hein, Les concerts, oui. Et c'est quoi ton bis? Ben, c'est un poème de Maurice Donnet. De qui? Maurice Donnet. Maurice Donnet? Tu ne connais pas? Oh, Ça un me des dit plus quelque grands chose, mais je chansonniers au début du siècle, qui a créé le Chat Noir. Ah, Maurice! Maurice, Bah, du bah coup, oui, Maurice t'articules. Donnet. Maurice Donnet! Eh ben, je t'ai dit Maurice Donnet. Oui, d'accord. J'articule Maurice Donnet. Mais bien C'est de sûr. Maurice Donnet. Maurice Donnet, Maurice qui a Donnet. été à... Qui a été le créateur du Chat Noir. Oui, mais qui a été Qui nommé est devenu à- en 1907 membre de l'Académie française. Voilà. Maurice Donnet. Pas de la Comédie Française, hein? Non, pas de Mais on le l'Académie. jouait. On le jouait à la Comédie Française. Je sais pas. Ah si, on a joué du Maurice Donnet. Lysistrata, peut-être. Voilà, exactement. Ouais, ça doit être ça. Et Bien, qu'est-ce que tu veux qu'on j'ai un dise? bis. À ta gorge. Tiens, viens là, tu copieras sur moi. Ah d'accord. Viens là. À ta gorge. À ta gorge. Voilà, ça doit être Maurice ça. Donnet. Oui, à ta gorge. À ta gorge, Maurice Donnet. Ça s'adresse à une femme. Enfin, à la femme, en général. La chemise qui te voilait. Lasse enfin du rôle impudique que ta pudeur lui conseillait. À l'heure sainte et fatidique, s'est couché à tes pieds d'enfant. Alors, ta gorge de faunesse m'est apparue, et triomphant, j'ai vu les splendeurs de jeunesse que ta chemise recelait. J'ai vu sur ta poitrine nue 2 jumeaux, 2 frères de lait. Ouais.
enfants d'une belle venue, modernes mais non décadents, gonflant leur rigidité ronde sans l'aide des corsets prudents, sachant se tenir dans le monde. marbre, satin, roc velouté, ils résolvaient ce grand problème, la douceur dans la fermeté. Attention de la page. Tu m'ouvres la page. Dualité rare et suprême. Dans l'amour du bien et du beau, baisant leur pente éburnéenne. T'attarde pas. Du haut de ce double niveau, une terre cananéenne a déroulé devant mes yeux ses campagnes riches et grasses. Et je vous adresse un joyeux cantique d'action de grâce, hauteur neigeuse, où se fond l'ennui des steppes et des plaines, trésors somptueux qui me font, comme aux innocents, les mains pleines. Et lorsque sur ta gorge en feu, ma soif d'aimer se désaltère, Je songe en remerciant Dieu qu'ils n'en ont pas en Angleterre. Il n'a mis que 3 bougies. Parce qu'il arrive un instant où les bougies pèsent plus lourd que le gâteau. Et je suis à cet instant-là. Restez pas debout, asseyez-vous. On va recommencer, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je vais vous dire quelque chose de très sérieux. J'ai toujours aimé la cité. Trop tard. C'est très sérieux ce que je vais vous dire. J'ai toujours aimé la Suisse. J'y viens depuis 48. Et ce soir, elle me le rend bien. Merci.
fille, les sectaires. Bravo. Bravo. Merci encore. Vénération. Continuez. Il est minuit, docteur Schweitzer. Faut rentrer. Merci en tout cas, mais rentrez chez vous, parce que vraiment, vous allez vous fatiguer. C'est fatigant d'applaudir. J'applaudis jamais, moi. Je suis de l'autre côté. On ne peut plus partir. Ah ben, ouais. Vous avez été magnifiques. Merci à Claude Prose, merci à Jean-Marie, Elisabeth et Caroline, Rochefort, et merci à vous, public, qui êtes toujours là, fidèles, pour ces deux grands acteurs.